Ancien ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, dans le gouvernement d'Édouard Philippe, connu pour son attachement à la gauche, au territoire, à ses agriculteurs et agricultrices, aujourd'hui président de La République Ensemble, association qu'il a fondée en 2019, il est depuis son retour au gouvernement, député de la 3e circonscription de la Manche et conseiller régional de Normandie, sa terre natale. Défenseur du non pour une constitution européenne en 2005, ou parfois de l'agro-industrie, Stéphane Travert, vous êtes aujourd'hui avec nous. Bonjour et merci de nous recevoir ici à La Haye, dans votre cabinet parlementaire. Nous vous proposons aujourd'hui de revenir sur votre expérience de ministre de l'Agriculture, mais pas que. Pour nous, c'est important de le faire dans un contexte d'élection présidentielle. Nous souhaitons aborder avec vous différents enjeux autour de la place des territoires dans la campagne de M. Macron, mais aussi de l'écologie, des parrainages et de ce que vous défendez aujourd'hui. Donc revenons d'abord sur votre jeunesse et votre parcours d'homme politique. Vous êtes donc arrivé en politique en suivant un type de parcours qu'on appelle à Sciences Po notabilière, qui est considéré comme le cursus, on va dire, traditionnel, c'est-à-dire se faire son réseau au niveau du territoire avant de monter sur Paris. Et donc ce type de réseau et surtout de parcours se fait de plus en plus rare. On peut évoquer notamment Alain Juppé à Bordeaux, Martine Aubry à la mairie de Lille, mais aussi Marine Le Pen pour la 9e circonscription du Nord-Pas-de-Calais. Le parachutage politique est un système qui est aujourd'hui déprécié par l'opinion publique. Pensez-vous qu'il faille favoriser le parcours notabiliaire dans un contexte de crise politique ? Je crois que ce qu'il faut favoriser, c'est l'authenticité des gens. Je pense que les électeurs et les électrices, ils attendent d'avoir des élus qui leur ressemblent. D'avoir des élus qui, comme eux, vivent sur un territoire qu'ils apprécient, où ils ont porté leur projet. Je crois que les électrices et les électeurs, ils attendent des élus qui connaissent leurs problèmes, qu'ils connaissent leur territoire, qu'ils vont croiser dans un magasin lorsqu'ils font leurs achats, qu'ils vont croiser à la boulangerie le matin. Quelqu'un qui est accessible et auprès de qui ils vont pouvoir faire valoir eh bien, à la fois leurs problèmes, leurs projets, mais aussi leur mécontentement parfois, et d'avoir quelqu'un sur qui ils savent qu'il aura à la fois l'écoute, mais aussi la capacité nécessaire à remonter les informations au plus haut niveau de l'État quand c'est nécessaire, ou auprès des différentes collectivités lorsqu'il en est membre, ou parce qu'il a su, parce que c'est quelqu'un de local, il a su tisser un lien avec les différents représentants de l'administration à la fois et des collectivités, et donc des autres élus, que ce soit le département, la région, etc. Et donc de pouvoir remonter les problématiques du territoire. Ok, et donc pour développer un petit peu cette réflexion, finalement, est-ce qu'il faut faire l'ENA pour se sentir légitime en politique ? Non, moi je n'ai pas fait l'ENA. L'ENA, c'est l'École nationale de l'administration, qui n'existe plus d'ailleurs, puisqu'elle a été transformée. Emmanuel Macron avait souhaité justement transformer l'ENA pour que, eh bien, on aille plus sur les territoires, pour que celles et ceux qui demain dirigeront l'administration française, puisque l'ENA prépare à cela, soient des gens qui soient issus de tous les territoires, qu'il y ait la diversité des territoires qui soient représentés. Moi aujourd'hui, je n'ai pas fait l'ENA, mais il n'y a pas besoin de faire l'ENA pour faire de la politique. On peut le faire, mais moi je crois au travail sur le terrain, à la confiance qui est née d'un dialogue régulier, ininterrompu avec les électrices et les électeurs. Et puis la politique, c'est aussi une affaire de bon sens, de pragmatisme, de connaissance des difficultés de vos concitoyens, de connaissance de votre territoire. Et ensuite, c'est une question de feeling aussi avec les territoires. Et puis, c'est un travail militant. Vous l'avez dit dans votre présentation tout à l'heure, moi j'ai démarré mon engagement politique dans un mouvement de jeunesse politique. C'était le MJS, puis le Parti socialiste. Eh bien, on se construit avec ça. On construit ses idées, on construit ses opinions, et ensuite, notre objectif, c'est quoi ? C'est que notre militantisme trouve une trajectoire politique, un débouché politique. Et le débouché politique, à un moment ou à un autre, ça peut être l'élection, mais ça peut être tout à fait autre chose. Participer à des travaux dans une ONG, participer à des travaux dans des organisations syndicales. Mais je crois qu'avant tout, ce que les gens... Et on en revient à la question première qui était la vôtre. Je pense que les gens sont attachés à ce que les politiques soient issus de leur territoire. Les parachutages sont de plus en plus mal acceptés. Ça a été
une période, un temps où on envoyait les uns et les autres se faire élire. On a vu par exemple, et je vais remonter très loin, mais des gens comme Michel Debré, qui a été un des acteurs de la rédaction de la Constitution de la Ve République, être élu à Saint-Pierre-et-Miquelon. On a vu d'autres acteurs être élus, je pense à Jack Lang plus récemment, qui était élu dans le Pas-de-Calais et qui n'avait pas d'attache dans le Pas-de-Calais. Donc aujourd'hui, je crois que les gens veulent à la fois des personnels politiques, si l'on peut le présenter comme cela, qui soient issus de leur territoire parce qu'ils savent qu'ils le connaissent bien et ils connaissent les gens. Et c'est une question de confiance. Et c'est ce lien de confiance que l'on doit maintenir aujourd'hui avec nos concitoyens. Très bien, justement par rapport à ce lien de confiance, vous avez très jeune, vous êtes très jeune impliqué au sein du monde syndical parce que vous avez été entraîné par votre père. Dès 18 ans, vous adhérez au PS dans lequel vous vous investissez jusqu'à vos 48 ans. À sa création, vous décidez de rejoindre le mouvement LREM, quittant votre parti de prédilection. Vous êtes même parfois, on peut dire, à l'origine de la création de LREM. Vous vous considérez, ou en tout cas, vous êtes considéré comme viscéralement attaché à la gauche pour la question locale, sociale et de l'aile gauche du PS, selon Mediapart. Est-ce que le parti LREM porte encore les valeurs pour lesquelles vous vous êtes engagé au début de votre implication? Alors, je n'ai pas rejoint d'abord LREM. J'étais socialiste, député socialiste dans une majorité socialiste et dans lequel il y avait Emmanuel Macron qui a été nommé ministre de l'économie et des finances, de l'économie et de l'industrie, pardon. Ça a d'abord été une rencontre personnelle. Et un lien s'est créé, une amitié, une confiance. Et j'ai avant tout suivi un homme parce qu'il cassait les codes de la politique. On voyait bien qu'on était arrivé au bout d'un système. Le Parti socialiste et tout son environnement ne parlait plus vraiment aux électeurs. Le quinquennat que nous avons traversé entre 2012 et 2017 a été difficile. Ça a été, et je le juge comme ça, sur un certain nombre de plans de grandes réussites, mais aussi beaucoup de renoncements à ce qui était la promesse initiale. Et puis, nous sommes dans des territoires ruraux. Ici, moi, je travaille avec tous les élus, avec toutes les associations, avec les citoyens qui veulent bien travailler et qui veulent partager des choses, partager une ambition pour leur territoire, avec des citoyens qui veulent s'engager pour leur département et leur territoire. Et Emmanuel Macron a proposé ce dépassement politique, c'est-à-dire de travailler avec des gens qui ne pensent pas forcément la même chose que vous, mais qui sont guidés par tout simplement le fait de faire réussir leur pays, de faire réussir leur territoire. Et moi j'ai cru en cela, parce que c'est ce que nous faisons ici tous les jours. C'est ce que nous faisons dans les conseils municipaux. Tous les conseils municipaux, notamment dans ce département et ailleurs bien sûr, vous avez des gens de gauche et de droite qui travaillent ensemble pour porter un projet collectif dans leur commune ou leur agglomération. Mais c'est ce que nous avons voulu faire au sommet de l'État. Moi, personne ne m'a demandé de mettre les idées qui sont les miennes, les valeurs, qui sont celles du progrès, de la solidarité, de la justice sociale. Personne ne m'a demandé de les mettre dans ma poche. Au contraire, moi je pense que je dois continuer à les exprimer. Et La République En Marche, elle s'est fondée sur ce déplacement des clivages, sur ce rassemblement politique qui permet de construire des choses de manière positive. Moi j'y crois encore. Je crois en la personnalité du président de la République et d'Emmanuel Macron et sur cette promesse qu'il avait faite de dépassement des clivages. Et sans pour autant, et pendant les 5 ans, 2 ans au ministère, 3 ans parlementaire, sans jamais renier ce qui fait à la fois mes origines modestes. Parents étaient ouvriers, engagés dans le syndicalisme, mais sans renier les valeurs qui sont les miennes et que je rappelais tout à l'heure. Et c'est la force du mouvement dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il fait fi de l'histoire des uns et des autres, mais c'est comment faire en sorte qu'il y ait une forme de vertébralité qui se construit, une vertébralité politique qui se construise en additionnant les histoires des uns et des autres pour essayer de porter quelque chose de positif et de vertueux dans ce pays. Donc continuons au sujet des présidentielles. Le président Emmanuel Macron, à 2 mois du premier tour, vient tout juste de se déclarer candidat aux élections présidentielles
Pourquoi une telle non-officialisation? Est-ce que finalement, parce qu'il est président de la République, il est légitime à une telle stratégie politique? Mais la stratégie politique, si tant est qu'il en ait une là-dessus, c'est qu'il a toujours dit qu'il serait président jusqu'au dernier quart d'heure. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est-à-dire qu'il a été élu pour 5 ans, et il est dans ce mandat à travailler pour les Français pendant les 5 ans jusqu'au dernier moment. Et on l'a vu, la situation nationale d'abord, enfin, internationale avec la pandémie, puis la situation de la guerre en Ukraine l'ont obligé à rester président à plein temps, parce que des décisions ont été à prendre, des décisions difficiles avec la pandémie, on l'a vu, et accompagner la sortie de la pandémie. Aujourd'hui, on a cette chance, c'est la première journée où on peut se parler sans masque, etc., et de reprendre quelque part une vie normale, et nous en sommes tous très heureux. Mais tout en maintenant quand même une certaine attention, puisque le virus, malgré tout, circule toujours. Et puis la guerre en Ukraine, où là, ça a été une déflagration pour chacune et chacun, beaucoup d'inquiétudes dans le pays. L'Europe est en guerre. Et c'est pas quelque chose de lu dans un ouvrage, c'est une réalité, chaque jour à la télévision et sur le plan diplomatique. Et donc, il a été retardé dans son annonce, parce que je pense pouvoir le dire, elle était prévue peut-être un peu plus tôt, mais il a dû retarder, et aujourd'hui la campagne ne peut pas se passer comme si eh bien, il ne se passait rien à l'est de l'Europe. Et donc, il faut tenir compte de la situation internationale, où le président doit présider et prendre des décisions avec ses homologues européens et internationaux, et puis les moments où il est candidat. Il y aura des émissions de télévision pour pouvoir présenter un certain nombre de ses propositions. Il y aura des moments où il pourra s'adresser eh bien, aux Françaises et aux Français, là aussi, pour eh bien, confronter ses idées. Et puis des moments où il pourra être en confrontation directe avec un certain nombre de ses je dirais, adversaires politiques. Et il y a un certain nombre d'émissions qui sont prévues comme cela. Mais moi, je ne crois pas qu'aujourd'hui, il utilise ce temps. Non, il est président. Quand vous êtes élu jusqu'au bout. Quand les maires, ici, ont été élus, et que leur mandat s'est terminé au tout début de la pandémie, ils ont continué à travailler jusqu'au bout. Ils étaient à la fois candidats pour certains pour leur réélection, mais en même temps, ils travaillaient pour répondre aux besoins des populations, secourir les plus faibles, etc., etc., et puis aménager les temps scolaires, etc. Et ça a été un travail énorme qui leur a été demandé aux maires. Et donc, personne ne leur a reproché d'être maire jusqu'au dernier instant et de gérer les affaires. Et ensuite, leurs successeurs, s'il y en a eu, ou eux-mêmes, ont repris leur travail après les élections, même si le premier et le deuxième tour ont été, le deuxième tour a été décalé par rapport aux dates initiales. Mais c'est pareil pour le président de la République. On ne décale pas une date des élections présidentielles parce que ces dates, elles sont constitutionnelles. Et donc, le président de la République, eh bien, il est dans son rôle. Il agit comme président de la République en prenant les décisions qui s'imposent pour répondre à une situation épidémique et une situation de crise internationale. Et puis, il est candidat le reste du temps pour porter son projet, défendre un bilan, porter un projet, et puis convaincre une majorité de Français. En tous les cas, c'est ce que l'on souhaite. Merci. On voulait également aborder avec vous la question des territoires. On en a déjà parlé, mais pour le coup, on pensait que c'était important d'en parler dans cette situation actuelle des présidentielles, puisque vous êtes aujourd'hui, comme on l'a dit tout à l'heure, président du réseau République Ensemble, qui réunit des élus mobilisés sur des thématiques communes comme l'égalité des chances, la relance, l'économie, la réindustrialisation. Et vous êtes député de la 3e circonscription de la Manche, là où vous êtes né et là où vous avez grandi. Quelle place le territoire occupe-t-il aujourd'hui sur la scène politique française? Mais il doit occuper toute la place parce que la scène politique française, elle est faite d'élus qui sont issus de territoires. Et on galvaude souvent ce mot de territoire. Il n'y a pas Paris et les territoires. Ouais. Paris en lui-même est un territoire. Les grandes métropoles sont des territoires qui doivent être traités politiquement pour permettre eh bien, à ce que les gens qui y vivent puissent y avoir tous les besoins, tout ce dont ils ont besoin.
Les territoires ruraux, l'accès aux soins, la mobilité, la question de l'éducation, l'accès à la culture, permettre à chacun de pouvoir trouver un emploi. La première des sécurités, c'est l'emploi. Qu'est-ce qui assure ensuite je dirais, la vitalité d'un territoire? C'est un tissu économique fort, c'est une vitalité culturelle, c'est une vitalité associative que l'on connaît aussi dans nos territoires, et notamment dans les territoires ruraux. Et heureusement que nous avons cela. Et je pense qu'aujourd'hui, la France, quand on parle de la France des territoires, moi je refuse que l'on mette d'un côté les territoires urbains et les territoires ruraux. Ouais. D'ailleurs, ces territoires, ils n'ont pas vocation à se confronter. Mais aujourd'hui, vivre à la campagne et vivre dans un département comme la Manche, c'est différent que d'habiter dans une grande métropole de 5 ou 600 000 habitants. Ça n'a rien à voir. Mais ce sont des choix que nous faisons. Ici, quand on vit à la campagne, il y a eu un procès dernièrement et l'agriculteur a été d'ailleurs condamné parce que ces vaches faisaient du bruit, émettaient des odeurs, etc. Mais quand on vit à la campagne, on respecte aussi cet art de vivre à la campagne. Oui, à la campagne, il y a des animaux dans les prés, oui, il peut y avoir... Mais en ville, il y a il se passe d'autres choses. Non, les animaux à la campagne, ce n'est pas un inconvénient, c'est une richesse. et donc nous avons, aujourd'hui, on doit trouver les voies et les moyens c'est le vivre ensemble, tout simplement. Et nous, les élus, on est là pour essayer de concrétiser cela. Le vivre ensemble, faire en sorte qu'il y ait de l'harmonie aujourd'hui entre les concitoyens. C'est pour ça qu'on a besoin de se parler les uns avec les autres et pas uniquement en 140 caractères sur Twitter. On a besoin d'un dialogue et c'est pour ça que les associations d'élus sont là pour dialoguer, les élus sont là pour avoir ce dialogue, les associations sont nécessaires, les organisations syndicales et ces corps intermédiaires, comme on les appelle, dont beaucoup pensent que ces corps intermédiaires n'ont pas été suffisamment sollicités au début du quinquennat, eh bien on doit leur faire confiance pour avancer. Moi, c'est ma conviction, je la livre comme ça, mais je crois que l'ensemble des corps intermédiaires, ils permettent justement d'échanger, de se confronter nos opinions, nos projets, nos idées, et de créer ce vivre ensemble auquel sont attachés nos concitoyens. On en a déjà parlé, mais par rapport à la politique très parisienne d'Emmanuel Macron, surtout pendant le confinement, qu'est-ce que LREM propose en fait pour valoriser ces territoires, terme très vaste soit-il, pour 2022 en fait? Qu'est-ce qui pourrait valoriser encore plus les territoires pour 2022? D'abord, il n'y a pas eu de politique parisienne d'Emmanuel Macron. Et pas pendant la pandémie, la politique, elle se fait partout, dans chaque pouce du territoire. Il n'y a pas une politique parisienne qui descend comme ça. Ce sont les élus locaux qui font la politique. Qu'est-ce qui décide d'un certain nombre de mises en place, d'aménagement du territoire, d'équipements, etc. Ce sont les élus locaux, tout simplement. Il y a évidemment un pouvoir politique, l'exécutif, le législatif, et des décisions sont prises, c'est notre rôle. Nous votons des lois, mais ces lois, elles sont votées aussi par des députés qui ont le souci que ces lois puissent s'appliquer correctement dans leur territoire, que ce soit acceptable dans leur territoire. Alors bien sûr, il y a débat sur beaucoup de textes, et c'est bien normal, ça c'est la démocratie. Mais en 2022, Emmanuel Macron, il veut orienter sa politique autour de 4 axes ou 4 grands piliers qui sont importants. L'Europe, la souveraineté, la réindustrialisation de notre pays, qui correspond aussi à la souveraineté. Et aujourd'hui, ces politiques territoriales, elles sont éminemment importantes. C'est comment dans des territoires, et notamment dans les territoires ruraux, votre accès aux soins est facilité, la mobilité pour les jeunes, les étudiants, les stagiaires, les apprentis. C'est avoir un réseau d'éducation qui vous permette de suivre les études que vous avez envie de suivre. C'est ensuite avoir les débouchés professionnels nécessaires si vous voulez rester habité dans votre territoire. Et puis, finalement, c'est de pouvoir
avoir les conditions d'aménagement du territoire qui vous permettent d'avoir un grand nombre de services qui répondent aux besoins qui sont les vôtres. Très bien, merci beaucoup pour cet entretien. Merci à vous. Merci de nous avoir reçus chez vous, Monsieur Travers, et puis merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, et à très vite sur SPR TV. Au revoir. Bon, ça va? Ça a été comme ça? Ouais, merci. C'était bien? Ouais, Enfin, c'était bien. C'était bien? Oui, ah oui. Oui, ça va. Oui, parfait. Cool.